Bonjour Lionel Bayer. Bonjour Patrick. C'est un plaisir de se retrouver avec un film absolument formidable qui s'appelle La Cache. Alors une pléiade de comédiens, Dominique Raymond, Michel Blanc, on va en parler bien sûr, William Legbill, il y a Aurélien Gabrielli, Liliane Rover, et c'est incroyable parce qu'elle est adapté du livre de Christophe Boltanski, mais alors adapté quoi de quelques lignes de ce livre culte. C'est adapté. Il y a vraiment une phrase dans le livre de Christophe Boltanski qui dit que le 3 mai 1968, son oncle Christian, qui était l'artiste contemporain très connu, a ouvert sa première exposition de peinture et que c'était pas une bonne idée parce qu'il y a eu la Révolution et que personne n'y est allé. Et à partir de là, avec Catherine Charrier, on a déployé l'histoire des Boltanski qui, en réalité, dans le livre, se déroule sur plus d'un siècle. Oui, et là, on est donc en mai 68, on est dans un appartement de la rue de Grenelle, et ça devient une espèce de pièce de théâtre incroyable à l'intérieur de cet appartement avec tous ces comédiens. Ah, vous avez raison, ça ressemble un petit peu, c'est un lieu unique comme une pièce de théâtre. Alors le film sort beaucoup parce qu'on les voit aller dans la rue, à des expositions, au restaurant, etc. Mais le livre de Christophe Boltanski était vraiment écrit autour de l'appartement, en prenant chacune des pièces de l'appartement et en racontant tout ce qui s'y était passé. Vous avez raison, un peu comme des fois comme un vaudeville, des fois comme un drame, des fois comme une comédie romantique. Leur vie était très multiple et donc le film essaie de récupérer toutes ces ambiances, tous ces sentiments qui ont traversé les personnages pendant un mois, mais qui racontent quasiment un siècle de leur vie. Ce qui est incroyable, c'est que ça donne l'occasion de parler de sujets sérieux comme la Shoah, comme mai 68, comme d'où on vient, et puis regarder, se traiter sur la comédie avec des comédiens absolument incroyables. C'est ça qui est beau. C'est ça qui est beau dans le livre, c'est qu'il y a une forme de volonté de ne jamais de pas se prendre au sérieux, mais de raconter des choses très sérieuses. La vie des Boltanski a été très mouvementée, mais à aucun moment donné ils nous font la leçon. C'est plutôt une sorte d'invitation en fait à partager avec eux leur histoire qui a été parfois dramatique. Ouais, regardez, La Cache. Donc, tout de suite. Il y a eu des coups de feu, non? C'est les Boches. Ça t'embête pas de rester rue de Grenelle encore un peu? On est en train de changer l'avenir, c'est compliqué, je t'expliquerai. Ok. Tiens, ça fortifie les cheveux. Voilà. Prise d'assaut par les CRS. Depuis quand on se soucie des SS? Il parle des CRS, pas des SS. J'aimerais simplement que quelqu'un me dise c'est beau, avec sincérité. Mais c'est beau. Quelqu'un du dehors. Tu veux fumer? Non, je peux pas fumer. Ah, c'est chic. C'est ça que je veux. Ah bon? Je me demande ce que vont dire les profs. C'est mon étoile de shérif. Il suffirait d'enlever la... Qu'est-ce que tu fais là? Il y a un chat caché là-dessous. Quand je me suis glissé dans cette cache, c'était en 1942, je ne pensais y passer que quelques semaines. Très bien. Où est ton arrière-grand-mère? Elle dort toujours. Comme ça, elle dort toujours. Ceinture. Non. Alors, pas ceinture. Jésus-Christ dit aux apôtres, suivez-moi, marchez sur l'eau sans... T'es sûr que tu veux pas que je le porte? Non, elle dit que c'est moi qui l'accompagnerai à Odessa. Il faut balancer ton bras droit vers l'avant, hein? C'est très bien d'avoir de l'imagination. Ça permet d'en donner un peu à la vie qui, parfois, en manque un peu. Et c'est incroyable, Lionel, parce que là, on voyait sur cette bande-annonce, on voyait ces images de Michel Blanc, évidemment, qu'on est ému. Notamment, on voyait comme ça presque les dernières images du film. Oui. En même temps, c'est un plaisir de se dire qu'on le retrouve encore une fois. Et le grand avantage des acteurs de cinéma, c'est qu'ils ne meurent jamais véritablement. En fait, il existait avant ce film-là, il existera dans la tête des spectateurs après. Et le film est l'occasion de le voir encore une fois vivant plus que jamais en fait dans le film, parce qu'il est d'une drôlerie incroyable et d'une tendresse aussi. C'était un acteur incroyable qui était capable de donner des différentes gammes de jeux dans une seule scène à la fois. Et ce qui est très beau dans le film, c'est qu'on a l'impression, mais évidemment c'est un pur hasard, qu'il refait une sorte de tour d'horizon de tous les rôles qu'il a joués au cinéma, en ne refaisant pas la même chose, mais en nous remontrant tout ce qu'il était capable de faire dans les films de chacun. Ouais. Donc j'ai l'impression que c'est il nous a offert une sorte de florilège de ce qu'il était. Et peut-être pour les gens qui connaissent mal le cinéma de Michel Blanc, on peut rentrer par la cache pour avoir du plaisir à revoir tous les autres films qu'il a fait en tant que réalisateur et puis en tant qu'acteur. Oui, je pense à une image du film. C'est vrai qu'il sifflote du Brahms avec un petit enfant à ses côtés. On dirait une scène de Chaplin. Oui, puis c'était un homme qui aurait voulu être pianiste classique avant de rentrer au lycée Pasteur et de rencontrer ses copains du Splendide qui l'ont poussé un peu en direction du cinéma. Lui, il voulait plutôt faire de la musique. Il aimait la précision de la musique et des musiciens. Et c'est beau cette scène parce que c'est la dernière image de sa filmographie quand il marche sur le bord de la route. On entend siffloter du Brahms parce que c'est le petit garçon Ethan Kimianti, qui est un acteur du Luxembourg, qui a eu l'idée de siffloter cette chanson. Et Michel s'est illuminé d'un grand sourire en disant « Mais comment tu connais cette chanson de Brahms ?» Puis le petit garçon a dit « Mais je vais souvent à la Philharmonie de Luxembourg. » Et ils ont commencé à chanter. Puis j'ai dit « Michel, reprenez-le en sifflotant. » Et c'est beau qu'il finisse sa carrière en fait en chantant, enfin en sifflotant du Brahms. Dans le fond, il est redevenu ce qu'il a toujours été, un musicien de très grande précision, un virtuose. Oui, alors il est évidemment entouré avec des comédiens
comédienne absolument incroyable. Cette cache, c'est un mystère dans cet appartement. Beaucoup de choses se passent dans cet appartement. Puis au dehors, il y a mai 68, il y a les événements, puis il y a le souvenir de la guerre aussi. On voyait les images à l'instant. Et donc tout ça est traité d'une manière parfois burlesque, absurde, mais au fond pour parler de choses très profondes, très sérieuses. Le grand exemple, c'est des cinéastes auxquels je n'oserais évidemment pas me comparer, mais qu'on pourrait essayer d'atteindre, qui sont Lubitsch quand il fait To Be or Not To Be, où on parlait beaucoup avec Michel Blanc de Chaplin évidemment, et puis du dictateur, sur comment raconter en temps, quand les temps sont très très durs, c'est le moment où il faut faire des comédies, pour parler aux gens différemment et les prendre au sérieux. Vous voyez, si je vous raconte une histoire comique, si je fais avec vous une blague, c'est que j'ai confiance en vous. J'ai confiance sur le fait que vous allez comprendre et que vous allez rire. Donc moi je crois que quand on fait des comédies, on les adresse aux spectateurs, on s'adresse directement à l'intelligence des spectateurs en disant je suis en confiance avec vous, je vous fais confiance. Je pense qu'on peut rire de choses qui sont normalement pas drôles, mais vous allez être assez intelligent pour le comprendre. Et c'est un peu le pari que fait le film. Oui, alors j'ai lu dans le dossier de presse que vous aviez été influencé par Franquin, dessinateur de BD belge, évidemment Gaston, Spirou. Mais quel génie, Qu'est-ce qui vient là? Parce qu'au fond, c'est vrai qu'il y a une bagnole un peu incroyable, il y a les voisins incroyables, il y a tout ce petit monde. Franquin, je pense que c'est un génie. Cet homme, il ne m'a pas influencé que sur ce film, sur plein d'autres choses, par rapport au cadre, par rapport à la capacité de mettre des acteurs devant des fonds unis. Vous voyez, le jaune, par exemple, de la cuisine dans la cage, c'est vraiment le jaune des bureaux de la rédaction de Spirou, dans les planches de Gaston Lagaffe. On peut avoir quelqu'un qui est devant un fond complètement uni, puis le contre-champ, on verra des tonnes de papiers, de livres, de courriers en retard chez Gaston. Là, c'est la famille Boltanski avec tous leurs livres, toute leur histoire. L'appartement raconte ça aussi, la multitude des couches qui ont stratifié leur vie. Et puis, chez Franquin, il y a un plaisir à faire du spectaculaire dans des bulles qui ne le sont pas. C'est-à-dire, des fois, on fait un plan complètement monumental pour le chat qui passe, c'est poursuivi par la mouette. Et puis, d'autres fois, le gag le plus important se déroule vraiment dans un échange de bulles entre plans serrés et plans serrés. Et le film essaye de faire ça, d'être malin là où on s'y attend pas. Donc des fois sur des choses très petites, et puis que les choses très importantes soient traitées de façon un petit peu simple, comme le faisait Franquin. Oui, c'est formidable. Alors, est-ce qu'on peut le dire un peu? Parce qu'on peut imaginer que le général... vous voulez parler d'une scène du film très importante. Arriverait dans cet appartement. Oui. Alors, on est là dans une espèce... C'est vrai que le réel et la fiction, c'est-à-dire la possibilité d'imaginer le réel pour mieux le comprendre, au fond. Mais ce que le film raconte, c'est quelque chose de tout à fait vrai, Patrick. On sait que le 29 mai 1968, le général de Gaulle a disparu pendant 2 heures avant d'aller à Villacoublay prendre son hélicoptère pour partir à Baden-Baden. Qu'a-t-il fait? Moi, j'ai une théorie, vous allez la découvrir dans le film. On va le voir dans le film. C'est une révélation. C'est une révélation. C'est un fait d'histoire qu'on ne connaissait pas encore. Vous allez voir ce qui s'est passé vraiment le 29 mai 1968. Ce qui s'est probablement passé, comme dit le film. Oui, alors ce qui est fou, c'est que, il y a cette famille, il y a cette cache, il y a ce secret enfoui quelque part, il y a la quête des origines. Et au fond, il y a une interrogation sur la vie, sur le monde, sur la société. Le temps s'arrête. Vous voyez, ça dit quelque chose. Aujourd'hui, la pensée d'extrême droite ou les droites conservatrices utilisent beaucoup mai 68 pour dire que c'est le début de la déchéance, de la décadence de la France, que l'esprit français s'est perdu à ce moment-là. Et moi, je crois que c'est le moment où l'esprit français a été encore le plus vif. C'est-à-dire cette capacité, en fait, de tout remettre en cause, de réfléchir collectivement et tous ensemble à une société qui pourrait être complètement différente. Ça, c'est la France. La capacité, en fait, dans le fond, à ne plus comprendre l'homme qui vous a libéré en juin 44, ou que l'homme de juin 44 ne comprenne plus ce qui se passe dans la rue et qu'on puisse manifester, c'est la France. Le fait d'aller dans la rue, de descendre et de dire qu'on n'est pas d'accord, je crois qu'il faut être très très fier de ça. Et le film rappelle aussi à quel point cette période-là, ce mois particulier, quoi qu'on en dise, a produit des avancées qui sont indéniables. Et si aujourd'hui on les remet en cause, il est bon de se souvenir du monde duquel on venait avant. Donc voilà, le monde qui venait juste avant, c'est 23 ans avant, c'est la guerre. Et donc 68, ça arrive que 23 ans après la guerre. C'est comme si nous, on parlait d'un événement qui était au début des années 2000. Et cette espèce de proximité d'événements dramatiques avec 68, je crois que des fois, on a tendance à oublier à quel point ça a été le révélateur de quelque chose. Donc oui, c'est un film à la gloire de ces années-là, pas pour dire que tout était parfait, mais que c'était bien d'essayer. Comme dit le personnage de Michel Blanc à la fin, l'important, c'est pas de gagner, c'est de tout faire pour gagner, et peut-être même d'avoir le plaisir d'être un peu comme Poulidor en deuxième, pour ne pas avoir de l'arrogance pour les perdants, et ne pas être comme le ferait Monsieur Trump, de pas lever le poing en termes de victoire. Donc c'est des gens qui ont appris à ne juste pas gagner. Ça ne veut pas dire que c'est perdu. Alors on retrouve votre style, Lionel Bayard, on se souvient des grandes ondes. C'est vrai que là, il y a le regard d'un enfant.
C'est un enfant, Christophe Boltanski, Oui. qui est jeune, Oui. qui regarde un peu ce monde un peu confiné à l'intérieur de cet appartement. Et au fond, où chacun, il y a des intellectuels, il y a l'artiste qui voudrait faire son vernissage, et en plein mai 68, c'est compliqué. Et puis, au fond, chacun amène comme ça sa propre histoire. C'est vrai, c'est une sorte de collection de personnages. On pourrait presque avoir l'impression que le livre est une suite de nouvelles qui sont réunies, qui sont tenues par ce corps unique qui est une famille. C'est des gens qui se considéraient comme un seul corps. Cette famille était un seul corps, chacun était un membre de ce corps. Quand ils allaient au restaurant, ils ne prenaient qu'un plat et chacun prenait un bout du plat. Quand ils partaient en vacances, ils voulaient tous dormir dans la même chambre d'hôtel. Incapacité de se détacher, qui pour nous, nos sociétés complètement individualistes, nous semble être une hérésie ou quelque chose d'absolument épouvantable. Et on voit qu'il y a un plaisir en fait à être collés les uns aux autres, parce qu'il y a aussi cette idée que tout le monde a eu une famille dans sa vie et que j'espère que le film interroge chaque fois la relation qu'on a eue avec sa famille. Le plaisir de s'en détacher ou la volonté très forte de s'en détacher, et puis en même temps l'attachement fondamental et sidéral qu'on peut avoir pour les siens. Ouais, je voudrais souligner, les images sont magnifiques, c'est reconstitué dans cet appartement, et c'est vrai qu'il y a quelque chose d'étonnant à chaque plan, il y a plein de surprises, c'est une sorte de boîte à malice. On s'est dit que cette espèce d'appartement, c'est le livre de Christophe est comme ça aussi, là c'est assez fidèle, tout l'adaptation était la capacité de s'en détacher, mais en même temps quelque chose auquel on est resté assez fidèle, c'est cette espèce de côté boîte à malice qui produit aussi des fois une boîte à malheur. Il arrive aussi des malheurs dans le film, mais malgré tout, chaque porte ouvre sur une sorte de labyrinthe de cette famille Boltanski. Et puis il y a une cache. Et il y a une cache. C'est ça. Et alors ça, quand il y a quelque chose de caché, surtout quand on est enfant, on le sent. On veut savoir. Et puis qu'est-ce qui se cache là-dedans. On le sent quand on est petit, qu'on vous dit pas quelque chose, ça traîne et donc vous le sentez, vous le savez. Magnifique, Lionel Bayer. C'est incroyable, je reviens là-dessus, mais c'est vrai que de partir de quelques lignes d'un livre qui raconte presque un siècle, et d'en faire un film comme ça, c'est un pari. Boltanski, il a aimé, j'imagine. J'ai eu beaucoup de chance, parce que Christophe Boltanski est quelqu'un de très généreux et aussi qui a réussi à prendre de la distance par rapport à son texte. Et il avait proposé au début de faire partie enfin, je lui avais proposé, d'adapter le livre avec nous, et puis très justement, il a dit non, c'est votre affaire, faites comme vous voulez, mais je vous fais confiance. Il avait aimé Les Grandes Ondes pour quelque chose auquel je n'avais pas pensé, c'est que lui-même a été grand reporter. Et donc il y avait beaucoup de choses qui l'amusaient, parce qu'il disait qu'il y a une sorte de vérité. Les Grandes Ondes, c'était un film qui racontait les périples des journalistes de télévision suisse pendant la Révolution portugaise de 1974. Et donc ça l'avait amusé. Et donc très vite, il m'a donné une licence artistique totale sur le film. Mais je pense que quand il a lu le scénario, il a quand même été d'abord assez choqué en disant mais c'est pas du tout mon film. Et après, avec beaucoup de gentillesse et de bienveillance, il est venu sur le tournage au Luxembourg. Quand on tourne au Luxembourg, on a reconstitué l'appartement. Il est venu le visiter. Il disait ça ressemble à l'appartement de mes grands-parents, un peu, mais pas complètement. Et d'un seul coup, on tournait la scène où le petit garçon apporte des raviolis en boîte à sa grand-mère. Et l'odeur des raviolis en boîte, chaud, d'un seul coup, alors ça l'a complètement ému en disant c'est comme une Madeleine de Proust. Il s'est dit mais j'ai l'impression d'être à la maison. Et après, il est revenu sur le tournage quelques fois avec des membres de sa famille, visiter, rencontrer les gens. Il parlait à Liliane Rover qui joue l'arrière-pays, c'est-à-dire l'arrière-grand-mère russe, juive, ashkénaze, qui parle le yiddish. Il nous parlait presque comme si c'était sa grand-mère à lui. Donc il y avait quelque chose. Le film est devenu un peu une sorte de réunion familiale, et cet appartement reconstitué était devenu pour les acteurs, Michel Blanc, Dominique Raymond, était vraiment devenu leur lieu à eux. Oui. Merci Lionel. Je crois qu'on revoit l'affiche de ce film parce que on va la voir. Elle est derrière. Ce qui est émouvant, c'est de voir encore une fois Michel Blanc à la une comme ça, devant, avec ce regard d'enfant. Qui a eu un plaisir à travailler avec Dominique Raymond, qui est juste derrière lui sur son épaule droite, qui est une comédienne de théâtre évidemment très connue et célèbre. Lui venait du Café Théâtre. En fait, ils se sont quand même rencontrés sur quelque chose qui était l'amour de la scène et de la précision. Comme toutes les personnes qui font de la comédie, Michel Blanc était un homme qui était très précis et très méthodique. Et Dominique Raymond, comme grande actrice de théâtre, a aussi ce plaisir en fait à la minutie. Et je crois que c'est ça qui les a réunis, bien qu'ils viennent d'univers complètement différents l'un et l'autre. Merci. Merci Lionel Bayer. Beaucoup. Courez voir La Cache, vous allez vous régaler. Merci Lionel d'avoir été avec nous.